Bon, Mokhtar, ça va, tu vas bien? Yes, papi. Qu'est-ce qui s'est... Bon, déjà, je t'explique un Non, truc. non. Il m'a fallu... Là, l'événement, il a eu lieu samedi. Tout ce temps-là pour récupérer de la violence que Non. j'ai vue dans la cage. Non, frérot, allez, on va se parler honnêtement, en toute objectivité, vraiment. Ouais. On va pas commencer à faire les guignols. les mecs sous prétexte que c'est notre événement, tout ça. Non, vraiment, Ouais. c'est l'événement. On a éclaté le game, vraiment. Il y a personne, enfin, on n'a jamais fait un événement aussi réussi que celui-là, donc c'est une putain de fierté déjà. Et vrai, la carte, c'était une dinguerie, vraiment du vrai level. C'est vrai qu'il y avait du vrai level, il y a eu de la casse. De la castagne. De la casse et de la castagne. J'ai vu, comme on l'avait dit, ça faisait plaisir aussi de revoir toutes les personnes qui nous soutiennent et qui assistent à nos événements depuis le début. D'ailleurs, on les remercie fort. On les remercie fort de nous soutenir et de donner de la force au quotidien. Et on a vu aussi des sportifs qui étaient aussi et des coachs contents de nous revoir, avec qui on a pu échanger après les combats et avec qui on échange d'ailleurs tout le temps au quotidien. Mais c'est vrai que c'était une mention spéciale parce que la salle remplie. Bondé de monde, on a fait 2000 places. Et On a éteint tout le game, vraiment, avec, et je dis ça vraiment avec objectivité, je dis pas ça pour, c'est pas de la flûte, vraiment, vraiment, la soirée qu'on a passée, elle était vraiment exceptionnelle, et on C'est a vrai. éteint le game. C'est vrai. C'est vrai ou pas, Djibril? Non, franchement, ouais. Et là, on va venir, on se voit aujourd'hui pour parler, pour faire un débrief rapide à tout le monde des combats, un rapide débrief des combats. Franchement, On il y a- a trop de combats. Ouais. Tous les combats qu'on a mis en place, franchement, j'ai quasiment eu aucune déception, tu vois. Et c'est de là qu'en plus, quand nos camarades de la communication, ils disent à notre public, ne manquez aucun combat. Non, c'est pas On des leur blagues. dit, on les prévient à chaque fois avant chaque événement, manquez aucun combat. Et à chaque fois, tu vois, ils sont là, ils prennent leur temps avant de venir. Et quand ils entendent parler des combats qu'ils ont manqués, ils sont un peu choqués, quoi. Tu vois. Mais c'est d'après toi, le combat, toi, c'est quoi le combat qui t'a marqué? L'un des combats, parce qu'en vérité, il y a plein de combats qui nous a Il y a marqué. un gars qui est passé par la draft, Clément Badminton. Tu vois, avant ce combat-là, je dis quand même, il est à 1-2, je crois il affronte un gars qui a 5 victoires de défaite. Je me suis dit... Il est trop explosif, Ouais, c'est une dinguerie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il a Tu éteint vois la salle. Et il a mis la clim. D'ailleurs, pour te dire, le public qui ne connaissait pas forcément à Lille, l'encourageait à la fin de son combat. En face, on salue le courage et la ténacité de son adversaire, qui n'a Bien pas sûr. démérité et qui va sûrement être prochain aussi sur les prochains événements. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce combat-là. Le combat encore que j'ai vu dans les premiers combats, Aptrus et Oussama, c'était plutôt cool parce que Alors, c'était un derby. Alors, c'est un derby, c'est 59-6-2. Ouais. Oussama, Pro Fight Team de Dourges. Aptrus, AFC. Ils ont déjà, pour démarrer, déjà c'est chaud bouillant. Tu démarres premier combat de toute la carte. Il faut déjà être à la hauteur et ça donne le ton. Ça donne le ton. Ils ont proposé un combat vraiment de qualité, vraiment, j'ai pas envie de dire professionnel parce que ça reste encore des amateurs, ils ont encore beaucoup à prendre. Ouais, c'est vrai. Mais le duel, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un duel vraiment équilibré. Ça strikait debout, absorbé, remisé. C'était vraiment très, très, très propre. Et c'est Oussama qui a gagné. Donc félicitations à lui. Aptrus n'a pas démérité, c'était vraiment un combat mérité. C'était un combat très équilibré et l'un comme l'autre ils auraient pu l'emporter. Mais Oussama, il y a quand même. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Même de ce coin-là aussi, du deuxième, il y avait Ayman la Wedge, je crois. Amen la Wedge, donc c'est le deuxième de la Pro Fight Team de Dour. D'ailleurs, la Pro Fight Team de Dour, ils ont ramené 3. Ils ont fait un 3 sur 3, donc félicitations à la team. C'est une grosse team dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. On peut compter sur eux sur les événements, ils répondent toujours présents. Assidus et corrects sur les pesées. Ils viennent pas bouger. Parce que c'est vrai, il y a des anecdotes, il y a un sujet, les pesées. Il y a pas que ça, on va en parler. On va parler aussi parce que c'est important que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sachent comment et ce qui se passe en off, des fois même 2 jours, même je vais pas te mentir, le jour même de la pesée officielle où je vois un mec, la première chose que je vois, je reçois un message WhatsApp à 8h du matin. Moi, je suis quelqu'un qui se lève plutôt tôt, tu vois, donc la première chose que j'ai vue ce jour-là, j'avais les yeux fermés, j'étais en train de commenter dans le lit, je vois le téléphone qui sonne, j'ouvre mes yeux, je vois un combattant qui doit être sur la carte avec un œil fermé. Je dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? J'explique un petit peu. Donc c'est Wesley Luto de la Pro Fight Team de Dourges qui devait affronter un pensionnaire de la team de la MMA Factory. Et voilà. Et le truc, c'est que le mec, en fait, pesait du vendredi. Sparring dur le jour. Il fait sparring dur la veille. Et il se pointe, en fait, il nous envoie une photo avec son œil fermé, cocard.
Donc déjà, c'est pas très professionnel. Et là, à noter que c'est agaçant parce que ça fait la deuxième fois que le MMA Factory ils nous font ce coup-là. Donc moi, à titre perso, je prendrai plus personne de la MMA Factory. Au dernier événement, en combat professionnel, on a fait combattre un mec de chez eux. Il s'est pointé avec plus 7 kilos à la balance. Après, ouais, c'est vrai que ce jour-là, il disait que c'était la balance qui déconnait. Ouais, non, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, tu peux rater une pesée. Ouais, chaud, on peut organiser des catchweight. Voilà, demain, tu as plus 1 kilo, 2 kilos, c'est compliqué. Même si ton adversaire il refuse, ok, c'est deux trucs qui sont entendables, il n'y a pas de problème. Par contre, tu ne peux pas te pointer à la peser la veille. D'accord, avec plus 7 kilos sur la balance. Ça veut dire que déjà, dans ton cutting, tu sais que tu as déjà identifié des problèmes, d'accord, et tu aurais pu l'anticiper et nous prévenir. Tu vois ce que je veux dire? Ce jour-là, si mes souvenirs sont bons, c'était plus 7 après cutting. Non, c'est pas possible. C'est pas possible techniquement. Donc, franchement, carton rouge pour la MMA Factory. C'est dommage parce que tu vois, c'est un club mythique, tu vois. Voilà, c'est un club mythique et de voir ce genre de choses. Moi, ça me désole un peu parce que j'avais déjà travaillé avec certains combattants à l'époque. Ça se fait plutôt bien passer, c'était plutôt cool. Mais là, franchement, sur les 2 dernières où on les convoque, j'étais même triste parce que je me suis dit, merde, c'est un club, comme je disais, c'est un club mythique, c'est l'un des premiers clubs qui a fait émerger des grands champions, tu vois ce que je veux dire en France. Après aujourd'hui, l'historique du club, c'est tout, on le connaît tous, c'était l'un des plus grands clubs. En France, il n'y a pas de problème, ça, on donne à César ce qui appartient à César, il n'y a pas de souci. Par contre, la nouvelle génération, la génération qui arrive, c'est pas top du tout. Les mecs sont pas forcément respectueux, ne serait-ce que déjà pour l'organisation. Nous on vient, on vous fait venir, on vous paye le déplacement, on vous paye les chambres d'hôtel, on leur paye la bouffe, on les met dans des conditions vraiment top du top, même pour des amateurs. Aucune personne qui participe à nos événements à l'Ultimate Cage, ils vont vous dire qu'ils sont mal reçus ou qu'ils sont pas pris au sérieux. On fait venir des gens du sud de la France, on leur paye l'hôtel. T'as les camionnettes qui accueillent les combattants à la gare, que ce soit à l'aéroport. Même chez les amateurs, c'est-à-dire professionnels, amateurs, on est tous soumis à la même enseigne. Il y a ceux qui sont de la région du coin, donc qui bénéficient pas entre guillemets de cette prise en charge. D'accord, ce qui est logique, de toute façon, ils habitent à côté, ils n'ont pas forcément besoin. D'accord. Par contre, on va faire venir des athlètes de Paris, on fait venir des athlètes du sud. Nous, on se démène pour bien les accueillir. Exactement. Ils sont pris, que ça soit soit l'avion, soit le train, pour lui, pour son coach. On est en mode bienveillance de ouf. Les gars, ils s'entraînent, ils perdent leur poids, ils font leur cutting. Pourtant, c'est des amateurs, donc ils font des sacrifices. Et quand tu te pointes à plus 7 kilos sur la balance, c'est un manque de respect. Quand tu tapes sparring dur la veille, d'accord, c'est un manque de respect pour l'organisation et pour le combattant qui, lui, a fait le poids. Donc, on a failli annuler le combat de Wesley. Ah oui, Wesley. Donc lui, malheureusement, c'était compliqué. Et il y avait un combat en moins de 84. Donc normalement, c'était un combat qui était prévu à 93 kilos. On s'excuse auprès de Jimmy Gambert, mais c'est pas de notre faute. Mais on s'excuse quand même, nous, en tant qu'organisateur, parce qu'il est venu avec son fils qui l'accompagne toujours. Avec son fils, sa femme. Et moi, Jimmy Gambert, je le connais très très bien. Je le connais personnellement. Et c'est un mec investi. Quand il fait une préparation, il blague pas. Et puis il arrive en famille, tu vois ce que je veux dire. Comme d'habitude, eux, c'est là qu'ils sont là, ils vivent le quotidien du combattant, et même le quotidien à la pesée, le quotidien du combattant le jour J. Et là, il arrive à faire le poids. Et là, tu as lui aussi son adversaire qui se pointe avec 7 kilos. Donc t'as Fallou qui se pointe, au lieu d'être à moins de 84, qui se pointe quasiment à 90 kilos. Un peu plus même. Un peu plus de 90 kilos. Donc combat qui n'a pas pu se faire. Et par opportunisme, comme le combat avec Gambert ne pouvait pas se faire, et que j'ai l'adversaire de Wesley qui a désisté pour le cocard, j'ai logiquement proposé un catchweight pour Fallou. C'était vraiment pour Fallou et Wesley, qu'ils ont fait un beau combat en moins de 93 kilos. Alors pour l'anecdote, Fallou et Wesley à l'origine c'est des potes et c'est plus des potes. Et c'est plus des potes. L'autre a été piqué, que l'autre accepte le combat, l'autre a accepté le combat, donc l'autre est piqué qui a accepté également. Ça s'est retrouvé à la pesée, mais sérieusement, à deux doigts de se foutre sur la tronche. C'est resté respectueux quand même parce que faut respecter l'organisation et puis le code du sport. Mais par contre, Wesley avait qu'une envie, c'était d'éteindre Fallou. Et je pense que Fallou à ce moment-là, il s'est dit ah ouais quand même, il veut quand même m'affronter alors qu'on se connaît. Ben allez, let's go, on y va alors. Et ils sont partis les deux. Alors jusqu'à aujourd'hui,
Ils savent pas forcément plus ou moins comment ça s'est passé. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu, qui a semé une petite graine pour que ce combat puisse se faire. Bah, franchement, c'est mais en tout cas, on est content que ce combat ait eu lieu quand même parce que ça a été. Ça les a fait grandir. Ça les a fait grandir et puis c'était un beau spectacle. Donc Wesley qui l'a remporté, la Pro Fight Team de Dourges, c'est un des combats aussi que je retiens. Même si j'ai été habitué à voir Wesley dans d'autres circonstances, je l'ai pas trouvé comme il a l'habitude de l'être. Certainement parce que justement c'était son pote en face de lui et donc du coup le combat n'était pas forcément comme lui l'aurait voulu, j'en suis sûr. C'est vrai. Après il y a un autre combat aussi, je pense dans la carte prélim ce jour-là qui m'a marqué aussi, et on va parler des combats parce qu'on va parler des combats qui ont marqué un peu, parce que j'ai pas pu regarder tout parce qu'en même temps on avait chacun nos différentes missions, mais j'ai pu regarder à travers le lien les combats qu'il y avait eu lors de cet événement. C'est Tom Friwell et Lorenzo Niambit. Alors là, franchement, ce Tom Friwell, il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et son adversaire, j'ai apprécié à la pesée médiatique, qui est venu me voir et m'a dit Mokhtar, t'es pas prêt du spectacle que je vais t'envoyer, tu vois. Et moi, j'aime bien cette énergie-là, tu vois. Il est venu, ils ont fait une guerre. Et je pense que Tom Friwell, connaissant un petit peu son coach et en ayant discuté un petit peu, ils étaient quasiment sûrs d'eux. De remporter ce combat. Ils ont fait un vrai travail pour pouvoir l'emporter, mais je pense qu'ils étaient surpris aussi de l'adversaire, comment il était, comment il défendait, comment il revenait sur le combat. Et franchement, c'était un combat vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, ce qui était intéressant dans ce combat, c'est qu'on a pu voir toutes les phases du MMA. C'est du vrai MMA. On a vu... Et à ce niveau-là, pour moi, c'est du professionnel. C'est vraiment, clairement, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai combat pro. Il y avait tout. Ouais, du striking, du sol, de la lutte, du grappling, ça se relevait, ça se tapait. Ça se frappait. Ouais, et il y avait une intensité du début jusqu'à la fin du combat. C'est un combat en fait qui est passé limite très vite. Il y a des combats qui mettent, tu les regardes, t'as l'impression de voir. Vas-y, t'as l'impression qu'ils ont fait 5 rounds. Pas sur l'Ultimate Cage 5, hein, je te le dis direct. Je dis directement, moi, quasiment tous les combats c'est vrai, même moi aussi. Mais ce combat-là particulièrement, je vois un Lorenzo Niambit qui veut conserver le combat debout. Il finit au sol, il se relève, et je vois que l'autre il finit en ground and pound. À un moment donné, qu'il tente des choses au sol, waouh, il se relève. C'était une bataille phénoménale. Du début à la fin. Et peut-être que les gens ne les connaissent pas, mais je vous dis, mettez le doigt sur ces athlètes-là, regardez ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, donnez-leur de la force, parce que ces mecs-là, c'est le futur du MMA. Exactement. Et on est content que nous, on est content de les voir faire leur premier pas vraiment chez nous. Et vraiment, alors big up, mais un gros big up pour la team de la TFS. La team de TFS, vraiment, ils ont que des guerriers. À chaque fois qu'ils nous ont envoyé des mecs, ils font l'affaire. À chaque fois ils nous ont envoyé des mecs, c'était du lourd. Et c'est toujours du lourd. Des mecs qui arrivent, ils ont 0 combat, 1 combat, t'as l'impression qu'ils ont déjà leur 6-7e combat, tu vois. Non. Et en fait, c'est ça, en fait. Ils ont une maturité de combat. Et c'est là où, franchement, big up à leur coach. Voilà, que je le salue, French Savagerie, Samir, vraiment big up. Parce que en vérité, les mecs, tu regardes sur le palmarès, ils ont quasiment pas de combat, voire 0 combat. Les mecs, ils se tapent. T'as l'impression qu'ils ont une maturité, t'as l'impression qu'ils ont une expérience du combat. Tu te dis, les mecs, c'est pas possible. C'est quoi? Tapologie est fake ou comment ça se passe? Et les mecs, ils ont l'expérience. Et j'ai déjà voulu faire affronter, par exemple, Tom Friwell contre d'autres gars. Je vais pas citer de nom. Les mecs, ils ont pas voulu l'affronter. Quand je leur demande pourquoi, ils me disent, attends, vas-y, moi, je suis à 5-0. Le mec, il y a 1-0. Donc du coup, grosso modo, c'est pas intéressant. On sait, en gros, on sait d'avance qu'il peut plier. En vérité, moi, si je propose un 5-0 à Tom Friwell, c'est parce que je sais que Tom Friwell, il va certainement l'éteindre, ou alors ça va être un combat de zinzin. Et à chaque fois qu'il est venu dans la cage chez nous, il a fait un vrai pétard. Vraiment. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que peu importe la défaite ou la victoire, même là, Lorenzo Niambit a perdu, je veux dire la vérité. Honnêtement, je pense que c'est 2 gars qu'il faut suivre de près. Là, ils sont en carrière amateur, c'est pas important. Lorenzo, il a perdu, franchement, et chapeau à toi. Mais moi, je veux le revoir sur l'Ultimate Cage 6. Voilà. Lui, Lorenzo, en fait, va revenir. Et nous, on est simple, c'est... Tu viens, tu fais une prestation de ouf, tu régales le public, tu viens, tu t'as kiffé toi-même ta présence à l'Ultimate Cage. Welcome, t'es le bienvenu. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de dire, c'est 2 gars qu'il faut faire très attention, à qui il faut suivre, déjà à l'avenir, et je pense qu'ils vont faire des résultats d'autant plus intéressants par la suite. Et je rebondis sur ça parce que il y a un autre combat aussi qui m'a vraiment il m'a tué. Et d'ailleurs, le public, quand ils ont vu ce combat, parce que c'est pas forcément des gens qui sont connus dans la région, c'est le combat de Demba Mariga. Ah bah écoute, je pense que pour moi, c'est le combat de la soirée.
d'entrée, j'ai vu une projection de la part de Uchimata. Uchimata, deux, je crois. Mec, ouais, il lui en a mis 2 d'affilée. Après ça, je me suis dit, il va pas se relever Demba Mariga. C'est 2 pieds en l'air. Non, mais tu vois, déjà, c'est des mecs qui font plus d'1m90, je crois. Et ils sont à 1m90-95. Tu vois le gars, ça finit en clinch. Pam, 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 le gars, il te prend et tu lui envoie un Uchimata. C'est 2 pieds en l'air. Et il tombe sur lui. Tu te dis, ça y est, fin du combat pour lui. Non, ils se relèvent les deux et ils s'envoient des coups d'une rare violence, tu vois. Parce qu'il faut savoir, c'est des mecs qui sont arrivés à 86 kilos, donc le lendemain, il était à 90 kilos. Et quand j'ai vu Demba Mariga se relever de cette prise de judo, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça va être la suite? Et je vois même que Christy et Ada répondent. Et les deux, en fait, coup pour coup. Et je me suis dit... Il y a l'historique, on en avait parlé. Mais tu vois, quand je vois des combats comme ça, je dis, mince, je suis en train de me régaler. Limite... Je vois des combats qui ont lieu dans d'autres organes professionnels. Ils n'arrivent pas à proposer ce type de combat. Moi, j'ai en toute modestie, monsieur matchmaker. Non, c'est quoi? Moi, j'étais assis. Moi, j'ai le luxe de pouvoir être assis vraiment au bord de la table, vraiment devant. Quand il y a eu le Uchimata, et je sais pas, mon réflexe, c'est de me retourner, de regarder le public. Et non, mais tout le monde les mains sur la tête, en mode choqué. Parce que c'est 2 gabarits imposants. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs sont taillés de fou. Et quand tu vois Demba Mariga se relever, en sachant que Christy, je crois que c'est un judoka d'origine, je crois, où il a dû faire pour claquer des projections comme ça, là, je te le dis, le mec a dû en faire du judo. Demba qui se relève, ça strike sévère debout. Tu dis, ça va être compliqué. Il repart sur un clinch, il lui remet la deuxième. Il remet un deuxième Uchimata, c'est 2 pieds en l'air. La même. Tu dis, ça y est, c'est fini. Et la même séquence. Il se relève. La même séquence. Il se relève, il bataille. Et pour les connaisseurs, ils savent, une fois que tu es pris comme ça, que tu es tombé et que tu es pris dans un guet-apens de contrôle au sol après une chute de je ne sais pas combien, c'est très compliqué de se relever. C'est que Demba, pas surprenant, mais Demba Mariga, il finit le combat plus près, donc c'est un peu logique. Mais derrière, il arrive à lui passer, il me semble, un étranglement arrière, je crois, sur ce combat-là, tu vois. Il lui a tout fait. Et c'est la finition, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, clairement, je me suis dit, s'il gagne, c'est peut-être au point où il va le finir par arrêt d'arbitre. Et quand il a passé l'étranglement arrière, j'ai dit, quand même. Et c'est là où tu vois que ça devient du très haut level. Demba Mariga, c'est le gars qui vient de boxe anglaise à l'initiale. Il s'est tapé contre Wally Tandja. Wally Tandja, gros morceau. Il a perdu à la décision face à Wally Tandja. C'est l'un de ses premiers combats, même. Et je crois que c'était l'un de ses premiers combats. C'est juste avant que Wally Tandja bascule en pro. Je crois qu'il était à 10-0 ou 11-0. Voilà. Je crois, Wally. Et c'est un mec qui refuse aucun défi. Donc là, maintenant, j'ai un problème. C'est qui je vais lui mettre en face de lui pour le prochain combat. Et Christy, pareil. Christy aussi, moi, je le veux sur le prochain Ultimate Cage parce que là, ce qu'il nous a proposé, c'est une dinguerie. Et c'est la 2e fois qu'ils s'affrontent, donc il y a un partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un combat, un remake, celui qui gagne aura gagné? Ou est-ce qu'on leur propose autre chose? Mais franchement, les deux, il faut qu'on les remette sur la carte. C'est important. C'est important, en fait, parce qu'ils ont régalé le public aussi. Et tu vois, c'est des mecs, même dans leur style de combat, tu vois qu'ils en veulent. Tu vois qu'ils sont là pour apprendre leur métier, qui veulent vraiment... Tu le reconnais, le mec qui aspire à devenir un grand champion ou pas. Tu vois, ou à devenir quelqu'un, parce que le grand champion, on sait très bien que c'est difficile, parce qu'il y a le côté de management qui rentre en compte, il y a beaucoup de paramètres qui font que tout le monde ne devient pas champion. Mais en tout cas, ces deux-là, ils en veulent, vraiment. Non, pour moi, Christy comme Demba Mariga, c'est des mecs... C'est le futur du MMA. Vous allez en entendre parler. Quand ils vont basculer en professionnel, ça va être quelque chose. C'est vrai. Après, il y a aussi un autre combat, Benny Ngoma contre Boubakary Diakité, qui était intéressant. Bouba, il avait fait une victoire expéditive. C'est un gars qu'on a repéré à la draft au mois de mai et qu'on a remis sur l'Ultimate Cage. Donc, ambiance différente. C'est deux profils différents. Voilà. Et là, dès les premières secondes, tu as Benny Ngoma qui essaie de... qui se jette sur Boubakary pour entamer des phases de lutte. Mais parle la pesée. Au départ, la pesée médiatique. Elle était marrante. Elle était marrante, la pesée. J'ai vu un mec arriver, j'ai cru que c'était un premier de la classe, tu vois. Mais tu sais quoi? Ça fait partie du personnage, je pense. J'ai pas capté. En fait, le mec, d'une légèreté de ouf, il est venu avec une couronne sur la tête, mais une couronne en papier. En papier. Tu vois, tu te dis, des lunettes. En chemise. En chemise. chemise, comme si le mec, il sortait du bureau. Et c'est un mec, c'est un secrétaire, le mec qui est au bureau. Ouais, c'était bien. Il est posté cool. Tranquille. Bon, tiens, j'ai une pesée médiatique, le mec qui est venu. Et je dis, putain, c'est qui ce fou? Moi, je l'ai vu arriver. Donc tu le prends pas au sérieux. Ouais, je l'ai pas pris au sérieux.
Quand le combat a démarré, tu vois, t'avais un autre personnage. C'est vrai. Tu vois, et c'est ça qui était intéressant aussi quand on a vu la pesée médiatique et tu vois le contraste du combat. Bon, malheureusement, il a perdu. Et lui aussi, il y a eu pas mal d'étranglements arrière durant cette Ultimate Cash 5. C'était impressionnant. Il s'est jeté sur Boubakari, il a essayé de le ramener au sol. Boubakari s'est réussi à se relever. Il y a eu des phases de lutte, des bonnes défenses de lutte de Boubakari. Et c'est très bien. C'est ça. Et c'est là où Boubakari a fait des progrès, puisque... c'est pas un mec du sol. Non. Et il a travaillé sur sa défense. Et tu vois que le mec, aujourd'hui, ça devient, j'ai pas envie de dire facile, tu vois. Non. Mais tu neutralises 1-2 défenses. Ton mec, ça y est, le jus il est plus là. Et après, c'est beaucoup plus facile après pour contrer. Et puis tu arrives à finir le combat avec un étranglement arrière alors que tu n'es pas forcément doué sur ces phases de combat. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai envie de rappeler aux personnes qui nous suivent et aux combattants et aux entraîneurs qui vont suivre ces vidéos et ce podcast, c'est de se dire... il n'y a pas qu'un combattant qu'on a repéré à la draft. Non. Tu vois, il y a Boubakari, tu as eu Aptrus, tu en as eu d'autres. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les gars, d'arriver dans une salle de 2000 personnes pour un mec qui a 0 combat, ça peut être effrayant. Mais même à la draft, quand même, quand on y pense, il y a quand même du monde. Il y a quand même 800 à 900 personnes. 800, 900 et il y a toujours un show aussi qui est toujours imposant, une communication qui est bien gérée par nos équipes. Et en vérité, voilà, tu vois, tu as peut-être 800 personnes, mais c'est compact. C'est compact. Quand tu as 800 personnes qui sont à proximité de la cage, qui sont juste à côté, c'est une autre ambiance. Ouais, c'est pas comme si il y avait 800 personnes dans une salle où il y a 2000 places. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? 800, c'était full, t'es compressé, t'es compact. Et c'est impressionnant et c'est flippant quand tu entends 800 personnes crier. C'est vrai. Là, au Palais des Sports Saint-Sauveur, on est 2000. Ouais. Mais on est 2000 dans une salle, capacité 2000. Ouais. Et donc, c'est aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi impressionnant. Ouais. Les bords de cage, ils sont proches, c'est confiné aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'arrives quand le podium, quand t'arrives, le son, la musique, les trucs. Et c'est là où je salue, moi, les amateurs d'aujourd'hui, surtout ceux qu'on a récupérés, qu'on a dénichés, j'ai envie de te dire. C'est que ces mecs-là, tu vois, ils arrivent à proposer quelque chose où tu as l'impression, tu dis, les mecs, ils ont une putain d'expérience. C'est vrai. Ils arrivent à se maîtriser. Parce que j'ai pas vu, moi, de combat concrètement. J'ai pas vu ça. Combattants stressés ou perdre leurs moyens et tout, tu vois. Pas du tout. Et là aussi, je reviens, pour revenir, c'est sur la draft. Ce qui est important, c'est que il y a plus, j'ai dit quand il y avait que Boubakari et Aptrus, non, il y avait aussi Clément Badminton, il y en a plein d'autres. Et l'idée en fait, aujourd'hui qu'on veut développer avec cette draft, c'est que ce soit vraiment une passerelle. T'as perdu à l'Ultimate Cage, c'est pas grave frérot, t'es toujours avec nous, tu t'es fait partie de notre rooster, t'auras la draft, tu vas regagner ta place. Mais je l'ai toujours dit, et quand bien même, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, moi, surtout en amateur, la défaite, je m'en tape. Pareil. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement, ce que tu proposes dans la cage. Est-ce que tu te donnes? Est-ce que tu flippes? Est-ce que tu te sauves? Est-ce que tu gruges? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est tous ces critères-là. Tes réactions lorsque tu prends des coups. Demain, regarde, aujourd'hui, Christy a perdu. Moi, Christy, je ne vais pas le renvoyer à la draft. Moi, demain, il y a un prochain UC et je le veux, moi, dans la cage. C'est vrai. Tom Freewell, il a gagné, ok, son adversaire a perdu, mais son adversaire, putain, c'est un monstre. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et je t'ai dit, avant le combat, à la pesée, il m'a dit, grosso modo, tu n'es pas prêt de ce que je vais te proposer sur la cage. C'est vrai. Donc, je lui dis, je demande que ça. Le mec, il m'a régalé. Il a perdu, j'en ai rien à foutre, c'est anecdotique, tu vois? C'est vrai. Et il n'y a pas d'enjeu en dehors du fait que le seul enjeu, c'est régalez-nous, faites du spectacle, amusez-vous. Et apprenez votre métier. Et en même temps, profitez de ça pour grimper en expérience et pour monter en expérience. Tu vois. Il y a aussi un autre combat aussi, avec une personne qui faisait sa première apparition. À la base, il n'était pas prévu sur la carte, c'est Sofiane Beijing, qui malheureusement a perdu face à Rudy Delang. Donc Rudy Delang était prévenu à l'avance et en short notice, on a vu un Beijing qui sentait capable de pouvoir relever le défi. Sauf que dès les premiers échanges, donc il y a eu un bras arrière de Bejnin qui est passé, et hop, Bejnin a fait tout le combat au sol. Alors, malheureusement, c'est ça le MMA. Ouais. Ça veut dire qu'au final, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'exploiter les faiblesses de l'autre. C'est vrai. Donc, tu as un mec qui est expert en lutte grappling, d'accord, et t'as un mec qui est expert en pied-point. Et ben, tu vois que le gars, il a tout de suite sauté sur la faille. Il a vu Sofiane très grand, avec une aisance phénoménale en striking. Le mec se dit, je vais pas prendre de risques. Après, on va pas se voir la face. C'est vrai que les gens, c'est la première fois qu'ils viennent chez nous et qu'ils voient Rudy Delang, ils disent, mais c'est qui? Sofiane, il perd encore. Non. À noter que normalement, la ceinture, elle devait avoir lieu entre Sloan Cross et Ismail Yang déjà au départ, et que lui, Rudy Delang, a battu Sloan Cross sur un event. Il aurait été peut-être même légitime aussi, exactement, pour la ceinture. Exactement. Après, moi,
Sofiane n'a pas démérité. Il a fait un combat acharné. Il faut passer 3 fois 3 minutes sur le dos avec un mec qui est là, qui essaie de te matraquer sans se faire soumettre, sans rien. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que Sofiane... il refuse aucun défi. Voilà, c'est ce que j'allais dire maintenant. Il refuse aucun défi. Il y a des amateurs, tu vas lui dire, bah tiens, tu vas prendre un tel, il va te dire non. Et cela, on n'en veut pas, Ultimate Cage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que un mec comme Benjamin, il sera sur le prochain Ultimate. D'accord? Et sur le prochain, je vais lui trouver, moi, un adversaire à sa hauteur. Et ça va striker, ça va s'envoyer des parpaings de sang. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais parce que je sais que derrière, il y a du spectacle. Les mecs ils sont à fond dans leur prépa et ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Et c'est ça qui nous intéresse. Après, il y avait aussi le combat qui était intéressant de Jérémy Coussemaker et Quentin Damé. Là, c'était bien parce que c'est je vous avais dit quoi? Ouais, c'est vrai. Tu avais dit que Quentin, tu le voyais gagnant. C'est vrai. Après, moi, je vais pas te mentir que... Mais il n'y a pas gagné sur les critères que moi, j'ai mis en avant. Ouais, c'est vrai que c'est normalement... Parce que, attention, une progression quand même. Exceptionnelle. Franchement, à noter... il réfléchit donc, maintenant. Il était là à l'Ultimate Cage 2. Ouais. D'accord? Si je dis pas de bêtises, c'est au 2 qui était là, au 2 ou au 3? Si, il était là au 2. Quand tu as perdu contre Wesley. Je sais plus. D'accord? Bon, le 2 ou le 3. Et ensuite, donc là, il fait son apparition à l'Ultimate Cage 5. C'est le jour et la nuit. Ouais. Moi, j'avais dit dans la dernière vidéo. Physiquement. J'avais dit sur la dernière vidéo, j'avais dit. Tu lui mets le compresseur, il va avancer, il va bouffer l'âme de son adversaire. Alors que pas moi, c'est sur ces critères-là que je me suis dit qu'il allait gagner. Parce que Jérémy Coussemaker, c'est quelqu'un qui est très propre. Et je me suis dit, il peut gagner s'il est éteint. Par contre, s'il ne couche pas le gars, ça va être compliqué. Parce que là, tu fais qu'avancer l'étape. Et là, il nous a prouvé le contraire. Et c'est ça qui m'a surpris et que j'ai apprécié de ouf. Parce que moi, c'est qu'il était très posé. Parce qu'en face, tu as Jérémy qui vient de la boxe anglaise, donc il y a un striking plus développé. Et Jérémy qui a déjà combattu en anglaise, plusieurs combats. Et de rivaliser avec un mec qui a déjà... Il n'y a pas seulement 2 combats, il y en a beaucoup plus quand même, Jérémy Coussemaker. Donc se dire que tu arrives à tenir un mec qui vient d'une autre discipline dans sa discipline, déjà c'est plutôt respectable. C'est à 93 kilos. Ouais, exactement. Et par contre, ce que j'ai remarqué aussi dans le combat, c'est qu'ils se cherchaient beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient tous les deux se finir, en fait. Mais oui. Ils n'ont pas boxé sur des séries ou sur des... Non, c'était beaucoup de coups isolés qui cherchaient à faire mal, tu vois. Et là où qui était surprenant aussi, c'est qu'encore une fois, je ne m'attendais pas à voir un Quentin Damé finir sur une soumission au sol. Non. Au sol, tu vois. Mais il a fait son sol, il l'a préparé. C'est-à-dire qu'il n'a pas foncé bête et ongle pour ramener son adversaire au sol. Ça s'est préparé et tu vois que là, il y a une vraie progression de la recherche. Il a vraiment travaillé sur ses points faibles et il s'est dit, voilà, il faut que je sois un combattant de MMA. Il faut que je sache lutter. Il faut que je sache travailler au sol. Et une fois qu'il a mis son gars au sol, c'est terminé. Son gars, il ne pouvait plus sortir. C'est vrai. Et il a fini le combat de la plus belle des manières. Et franchement, chapeau pour l'équipe de Quentin Damé. Et après, il y a aussi un autre combat qu'on a vu, c'est Issam Enami, je crois que c'est ça, ou Ename Issam. Enami, contre Khalil Ben Abdallah, donc le Bruxellois qui a été prévenu quelques jours avant, en fait, à la base, le combattant de la H Academy était prévu contre un autre combattant qui nous a lâché, donc c'était un peu délicat. Donc on a pu retrouver ce combattant qui vient de Bruxelles belge, de la Souyouf, qu'on salue. Parce qu'il faut renoter que c'est pas tout le monde qui a bonne team là, des gens très respectés. Exactement, et c'est pas des. Il avait déjà été présent à l'Ultimate Cage 2 et malheureusement il s'était imposé contre. Il s'était pas imposé, mais il s'était incliné face à Mikael Lapachi, donc qui est l'actuel champion des 61 kilos. Non, on parlera aussi de ce combat. Ouais, impressionnant. Et donc du coup on le retrouve là face au gars de la H Academy et franchement sans démériter, et je pense que ce type de gars qui accepte des short notices comme ça à la dernière minute et qui en plus font des bonnes prestations, parce qu'il faut noter qu'il n'y a pas démérité. En face on a le gars de la H Academy, Issam qui est arrivé lui et qui n'a pas trouvé la solution striking, mais qui a réussi à abréger le combat en l'amenant au sol. Il a fallu d'une erreur. Tu vois, le mec qui était là, il regardait tout le combat, c'était un sniper, tu vois. J'analyse, et hop, il a saisi et il a soumis le combat. C'est là que tu vois aussi le travail de l'équipe de la Hatch. Ils s'entraînent avec qui? Ils s'entraînent avec du lourd. Que je voudrais saluer, parce que maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on salue les clubs qui sont réactifs, qui sont pros. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce qu'on est tombé sur des anecdotes un peu
loufoques, tu vois ce que je veux dire, des mecs qui t'envoient tes cocards. Là, on est loin de tout ça, tu vois, on est sur des mecs carrés avec qui tu travailles avec leur agent. Directement, c'est les agents qui te contactent et pas forcément les combattants. C'est un travail qui est mis en équipe chez eux, tu vois. Ça commence à se structurer et puis doucement, c'est entre guillemets la transition avec le professionnel. Donc là, on voit aujourd'hui que les amateurs, ils sont suivis, ils sont managés. Ils sont coachés. Il y a une vraie structuration autour des athlètes. Et c'est bien, c'est un pied à l'étrier avant de passer, entre guillemets, le cap du professionnel. Et c'est agréable de pouvoir travailler avec des gens sérieux, réactifs, et surtout qu'ils ont envie, d'accord, que leurs gamins, ils évoluent. Et respect au coach et aux managers qui n'hésitent pas à prendre des risques, parce qu'à un moment donné, si tu veux, entre guillemets, flirter avec le haut level, bah, tu ne flirtes pas avec le haut level si tu ne sais pas prendre de risques. Et moi, j'ai des athlètes en amateur que je connais, que j'ai déjà voulu faire combattre plein de fois, qui ne prennent aucun risque. C'est vrai. Le numéro 1 qui ne veut pas affronter le numéro 2, le numéro 2 qui ne veut pas affronter le numéro 3, et ils s'arrangent pour s'entraîner dans les mêmes clubs pour être sûr et certain de ne jamais s'affronter. C'est pour ça que c'est des combattants aussi, même les deux, peu importe victoire ou défaite, qu'on risquerait de revoir, parce que, comme je t'ai dit, short notice, tu viens, tu fais une belle prestation, même tu t'es incliné. C'est pas grave, c'est parce qu'on regarde. Et moi, j'ai des gens qui étaient dans le public et qui ont kiffé ce combat-là, tu vois, ils m'ont dit que c'était vraiment propre, c'était vraiment agréable à voir, et c'était même agréablement surpris, tu vois. Par ce qu'ils ont proposé. En termes de striking, c'était propre. En termes d'intelligence de combat, pour comme on disait tout à l'heure, par rapport à faire référence à d'autres combats, impressionnant. Impressionnant. Oui. Mais aujourd'hui, on a un bon public. On a un bon public MMA sur l'île. Et on voit que même sur les combats, sur les combattants qui ne sont pas forcément de la région, il y a vraiment eu des bons petits retours du public. On voit que les gens, ils ont apprécié le spectacle. Là, on va parler maintenant aussi un autre combat, les combats des ceintures, comme main event et main event amateur. Alors là, ce qui a fait Mickaël Lapachi, quand même... Non, c'est exceptionnel. C'est fort. Vraiment. Alors, moi, ça s'est un peu chahuté sur les réseaux. Hein. Ouais, ça s'est chahuté parce que, pour rappel, moi, je l'avais dit sur la précédente vidéo, mais pour rappel, c'est un combat qui devait se faire déjà au dernier Ultimate Cage. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que Lapachi a loupé le poids. Exactement. Donc ça se titillait un petit peu sur les réseaux, même en conférence de presse, quand on a fait la conférence de presse. C'était cool. L'autre, il disait, il n'a pas voulu faire le combat juste pour 1 kilo, ceci, cela. L'autre, professionnel, et il a raison. Alexis qui lui disait, non, moi, t'es venu avec 1,5 kg en plus, t'as pas respecté les termes de l'accord. Et il a préféré ne pas prendre de risques. Et au final, quand je vois l'issue du combat... Il aurait dû accepter la dernière fois. Pas forcément, je suis pas... Il a fait une grippe comme Lapachi, tu vois. Ouais, mais même, tu vois, je suis pas forcément d'accord. C'est parce que, au final, tu vois, c'est 1 kilo. Ça fait la différence. Combat, ça fait la différence. Ouais. Ça fait pas forcément la différence quand tu es sur un sparring, quand tu t'amuses, quand tu es à l'entraînement et tout, il n'y a pas de problème. Ça fait la différence. Par contre, dans un combat où les deux ont un gros level, d'accord ? Attends, les deux ont un gros level. Les deux peuvent gagner si l'un ou l'autre fait une erreur. Ce 1 kilo, c'est un avantage. C'est vrai. C'est 1 kilo qui est un avantage. Et quand les mecs ils sont vraiment très très proches sur leur manière de travailler, qu'ils ont vraiment un truc, il suffit de pas grand chose en fait pour faire pencher la balance. Et c'est 1 kilo, ils peuvent faire pencher la balance. Ce qui est content, c'est que tu vois, faut savoir, c'est que Mickaël Lapachi a fait toutes ses gammes chez nous, tu vois. Ouais. Ultimate Cage 1, 2, 3 et le 5 qui vient d'inscrire sa 4e victoire. Tu vois, en fait, compte, on se dit, les mecs, vous êtes avec nous, vous faites partie de notre roster. Vous êtes plutôt cool, vous êtes plutôt bon, vous dégagez des bonnes valeurs. Tôt ou tard, vous allez être récompensé. Régalez-vous le public. Et aussi, c'est un point important aussi qu'il faudrait noter, c'est que inconnu un peu Mickaël Lapachi, tu vois, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est le genre de gars, il passe tellement de temps à s'entraîner, il fait pas de cinéma sur les réseaux sociaux, tu vois. Il fait sa petite vie, pas de cinéma, pas de bruit. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il est champion de l'Ultimate Cage, c'est qu'il se met un peu en valeur et tu vois, c'est quelqu'un de timide et de réservé. Et c'est aussi l'objectif de ce qu'on fait de l'organisation, c'est que j'ai pas envie de dire qu'on cherche à faire monter des stars, tu vois, mais par contre, aujourd'hui, lui, il a trouvé sa vocation, c'est les sports de combat. On sait aujourd'hui que dans les sports de combat, pour percer au plus haut niveau, il faut aussi avoir de la hype aussi sur les réseaux. Et avec l'organisation qu'on a et comment on met en avant les athlètes, ça leur donne un élan. Et aujourd'hui, lui, il a la ceinture, il l'a gagné de la plus belle des manières.
et ben, après, c'est à lui de faire aussi le travail et tout pour se mettre en avant. Mais nous, on est là, on est le carburant, c'est nous qu'on lui met cette impulsion. C'est vrai. Vois. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est, tu vois, toujours aussi impressionnant de combat en combat. Tu vois, c'est un mec qui refuse personne. Tu vois. Et puis, super humble. J'aime bien, il est pas arrogant. Et il fait le taf. Et là, il y avait quand même un gars qui avait quand même 13 combats amateurs de plus que lui. Dans le circuit, j'ai du mal à trouver des gars comme lui, tu vois. C'est un morceau. C'est un morceau. Je crois qu'il a fait l'IMAF Europe, je me semble bien. Il a fait les IMAF Europe. Je crois qu'il est champion de France de grappling. Voilà, c'est un morceau. Et moi, je l'ai déjà eu, moi, à l'entraînement. C'est costaud ce qu'il propose. Et t'arrives, je suis pas sûr que dans le circuit amateur, tu peux trouver un combattant qui dit, lorsque tu lui proposes un gars, tu as seulement 3 combats qui reviennent des IMAF Europe. Donc, normalement, il y a un petit monde entre les deux. Et qui a 13 combats en plus en amateur et qui dit, let's go, on y va. Là, il prend tout le monde. Et c'est aussi ça. La confiance en lui et en ses entraînements, surtout. Parce qu'il ne faut pas le faire, c'est que si il prend personne à la légère, bien sûr. Hein, mais je pense que ça doit être vraiment un acharné du travail. Et ben, ça se voit à chaque sortie et il est toujours impressionnant. Et impressionnant, même les combats pro qui étaient prévus sur cette carte, je pense que c'était les combats. Attends. Avant de parler des combats pro, il y a Ismaël Niang. Il y a quand même le combat de la ceinture pour les 77 kilos. Impressionnant aussi. On a découvert un personnage assez marrant. On a découvert un personnage vraiment bon big et marrant. Big respect. Yanis Mollman, Voilà, Yanis Mollman. Du Locube Fight Club. Voilà, et franchement, au top du top. Donc, scénario surprenant. On va pas se mentir, moi, je le voyais pas gagner. Moi, dans ma tête, je m'entraîne avec Isma, je sais ce qu'il vaut, il y a un potentiel énorme, il y a une technique énorme, il y a un style exceptionnel, j'adore son style, tu vois, c'est vraiment le style de combattant que je kiffe, il sait tout faire, debout, Le combat, il s'est abrégé, il a fait une erreur. Une erreur, c'est exactement ça. Une erreur. Mais c'est un combat qui a commencé quand même à 200 à l'heure. Hein. Je me rappelle. Direct. Yanis Mollman était là, il gérait le combat. Il s'était chauffé à la conférence de presse. Exactement. On va faire comme... on va se taper au milieu. On va se taper au milieu de la cage, là. Mais là, c'était marrant parce que on a Yanis qui arrive en terre hostile, il faut le dire. Il arrive, les huées quand il rentre dans la salle, malgré qu'il y avait quand même des supporters à lui qui étaient venus parce qu'il vient d'Île-de-France le soutenir, et ça on les salue parce que c'est toujours cool de soutenir les combattants, même si ce n'est que des amateurs, qui leur donne de la force au quotidien. C'est un combat qui a commencé à 200 à l'heure avec un Yanis Mollman qui essaie de canaliser la fougue d'Ismaël Niang avec des bras avant, des contrôles du bras avant, Ismaël Niang qui remise. Et puis derrière, une erreur. Et tu le payes cash. Et il l'a payé là où, directement. Et encore une fois, je vais le redire, c'est des combats amateurs, mais ils ont ce coup d'œil, cette lucidité de pouvoir renverser le combat à la moindre erreur. Mais déjà à ce niveau-là. Ouais. Et ça veut dire que ces mecs-là, quand ils vont continuer à travailler, ils vont avancer, qu'ils vont basculer dans l'univers professionnel, le MMA, il va prendre une autre. C'est sûr qu'en France... Le MMA est en train d'évoluer et ça commence déjà très tôt. Il y a 15 ans, 10 ans en arrière, les gens ne savaient pas forcément. Tu étais soit striker, soit grappleur. Tu n'avais pas des deux. Aujourd'hui, les mecs, le niveau, il commence à être de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus serré et... ils sont à ce niveau-là capables de saisir la moindre petite erreur. Et ça n'en a pas loupé. Donc Isma qui perd ce combat à la surprise générale. Ouais. On va pas se mentir. C'est vrai. Moi, je le voyais gagnant. Tout le monde quasiment dans la salle était entre guillemets dans leur tête, ça allait être Isma et tout, parce qu'au vu du dernier spectacle qu'il nous avait donné lors du dernier combat, c'était exceptionnel. On le voyait tous, nous, arracher son adversaire. Il a perdu rapidement. Déjouer les pronostics. Puis ce que je voudrais noter aussi, c'est le personnage. Un petit peu atypique, tu vois. Je rentre, je danse, je me fais plaisir, je kiffe. Vraiment et puis il y a de l'humour aussi. Il faut noter qu'il y a pas mal d'humour. C'est un personnage. C'est un personnage qu'on aimerait bien. Et c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose dans le MMA, juste déjà par son attitude, déjà ce qu'il dégage, tu vois, physiquement et tout. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai trouvé super agréable. Et je vais revenir aussi sur le fait que Isma a quitté le. Il avait laissé sa voiture au coin de la rue. Il avait laissé sa voiture sur un passage piéton. En vérité, et c'est là où il faut mettre le doigt sur quelque chose. C'est que même à ce niveau-là, d'accord, c'est des sacrifices. Et les sacrifices, on les voit. Moi, j'étais compétiteur. Toi, tu étais compétiteur encore bien plus que moi. Une défaite, d'accord, ça peut te tuer la tête. Ah, moi, ça me tuait la tête. Une défaite, d'accord, ça peut te tuer la tête. C'est des mois de sacrifice, c'est des mois de travail, c'est des mois de remise en question, c'est des doutes, c'est des séquences d'entraînement où tu es dans le dur, tu perds du poids. Il y a plein de choses, plein de trucs, paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et il faut savoir que quand tu perds
d'accord, tu peux craquer, tu peux être déçu à un point où tu dis non, c'est pas possible. Et c'est juste la preuve de l'abnégation et du travail qui a été fourni. Moi, je vois le fait est qu'ils partent et puis qu'en plus de ça, qu'ils reviennent avec classe pour parler au public et de féliciter son adversaire. C'est une petite blague qui fait rire. Franchement, il était au top du top de ce côté-là, et comme il sait le faire, notre Isma national. Vrai. Mais c'est vous dire que à ce niveau-là, en fait, ils prennent les choses très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils préparent le combat très au sérieux, de manière professionnelle. Isma, il s'entraîne avec des pros, il tourne avec des pros, il est dans un club à l'AFC, il n'y a que du gros vivier. Donc, il n'y a personne qui peut se permettre de venir à l'entraînement et de rire et de prendre ça à la légère. Tu te fais retourner tout de suite. C'est vrai. Donc, tout ça, ce sacrifice, à un moment donné, quand malheureusement, tu fais un jour off et que tu passes au travers de ton combat, tu as toute cette pression qui relâche et cette déception. Et moi, j'ai perdu des combats, j'ai pleuré. Moi. Ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois. Moi, je suis rentré dans les vestiaires, je mets des coups de poing dans les murs. Donc, et ça fait partie du jeu. Plus l'investissement est grand, plus la déception est grande, en fait. Exactement. Et c'est là où tu vois que ce combat-là, amateur ou pas amateur, il est pris très, très, très au sérieux par les combattants. Et c'est que partie remise façon pour Isma et respect pour ce qu'il a déjà fait. Je m'inquiète même pas pour lui. On est toujours encore sur le circuit amateur. Et encore ses deux jambes, ses deux mains. Et il va venir, il va tout arracher. Donc maintenant, je ne sais pas s'il va arracher la ceinture maintenant. D'accord. Mais par contre, j'ai aucune inquiétude à le revoir chez nous à l'Ultimate. Ou dans d'autres organisations. Exactement. Et il va nous régaler, je le sais. Aux dernières nouvelles, il a déjà un combat de prévu, tu vois. Donc ça va. Donc il a déjà repris l'entraînement, il est déjà au taquet. Ben voilà, c'est bien. Après, et j'ai apprécié les mots qu'il y a eu pour son adversaire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que de ce club, le Cube Fight Club, en fait, il y avait aussi d'autres combattants et qui sont pas mal et qui vont être sur la carte, des profils que le coach m'a envoyé et qu'on va découvrir prochainement sur l'Ultimate Cash 6 plutôt, on est déjà au 6, c'est passé vite. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Qui sont intéressants. Donc tu vois, il y a beaucoup de clubs en France qui ne sont pas forcément connus, parce qu'ils n'ont pas encore eu leur propre vedette, mais qui sont capables de sortir des athlètes aussi phénoménales. Et c'est là où on va être bon. Et c'est là où on est bon. Pour dénicher les pépites. C'est là où on va chercher les trucs. Pépites. Parce que pour avoir une carte de qualité, aujourd'hui, c'est bien beau sur le papier de dire que c'est une carte de qualité. La soirée, elle est passée. Voilà, aujourd'hui, on peut le confirmer. C'était une dinguerie. Et on ne dit pas ça pour vendre des tickets. Hein. Les tickets, il n'y en a plus à vendre. Il n'y en a plus à vendre. Non, parce que ce qui est impressionnant, mais on vous a dit la dernière fois, dépêchez-vous, ça va vite. C'est vrai. Et aussi, parce qu'il y a aussi, qu'il faut retenir, c'est que durant la communication, il y a de plus en plus de gens qui disent les gars, c'est télévisé, ça passe où? Moi, j'ai envie de leur dire, les gars, si vous voulez assister au vrai spectacle, et nous, c'est un spectacle qui se vit, c'est pas un spectacle qui se regarde dans un salon, tu vois, c'est un spectacle qui se vit. Après, vous pourrez regarder quand on vous enverra les combats sur YouTube. Ah ouais, en retard. Ouais. Mais par contre, là, il n'y aura que le podcast pour le moment, avec les vidéos. Pour l'instant, vous loupez quelque chose quand vous venez pas sur place. Et de toute façon, c'était full. Il n'y avait plus de place pour rentrer, désolé les gars. Et aussi, il y a le plateau professionnel, impressionnant. Alors là, impressionnant, chapeau pour la carte pro. On a fait un vrai travail. On va se parler. On va se parler sérieusement. On va se dire les choses. Jusqu'à aujourd'hui, la carte pro à l'Ultimate Cage, c'est pas forcément ce qu'on avait réussi à faire de mieux. C'est vrai. On avait beaucoup de réussite sur les cartes amateurs. C'est vrai. Sur les cartes pro, on n'a pas forcément. C'est pas des combats qui levaient la foule, en vrai. Voilà, c'est pas forcément des combattants. Et on nous l'a déjà reproché. On nous a déjà dit que la carte amateur était un peu plus hypante que les cartes pro. C'est vrai. Donc on a réellement fait un travail sur ça. Et là, je te félicite toi, parce que c'est toi qui as travaillé sur la carte professionnelle du en même temps, je vais dire la vérité, tu nous as proposé les athlètes. Moi, j'ai fait que chercher l'opposition en face. Voilà. Et c'est vrai que sur tous les combats pro, Ismaël Chaké déjà qui m'a impressionné. Alors là, 8 ans d'arrêt. Non, c'est le combat que je veux. Moi, je veux parler du combat d'Ismaël Chaké. 8 ans d'arrêt. C'était un combat vraiment exceptionnel. Jamais de la vie, j'aurais cru à un combat de qualité. Donc, Isma, que je voyais gagnant, sur la dernière vidéo, je l'avais mis gagnant. Il nous a proposé un fight, mais vraiment exceptionnel. Que ça soit debout, c'était du lourd. En lutte, c'était du lourd. Au sol, c'était du lourd. C'était beau à voir. Et c'était beau à voir. Ça, et c'est le combat que, dans un premier temps, Isma il gagne. Ismaël, il gagne.
Premier round, il le deuxième prend. round, Un coup de mou. Coup de mou. Troisième round, toucher, il se fait toucher. Après, compliqué pour lui pour revenir. Et là, c'est du professionnel. Ouais. Moi, ce qui est impressionnant, c'est que 8 ans d'arrêt, t'arrives encore à être comme ça. Non. Moi, j'espère vraiment qu'à la suite de ce combat, il va pas se dire c'est une fin. J'espère pas. J'espère qu'il va se dire je reviens parce que moi, je veux qu'il revienne. Même moi, vraiment, c'est un combattant. Il est trop exceptionnel. Beau. Il est beau à regarder. Et je me dis que 8 ans, tout ce qu'il aurait pu faire pendant ces 8 années, je pense qu'il peut on rattrape jamais les années perdues. Djibril, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Djibril, moi je le sais, pour m'entraîner avec lui, je sais, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite à tous les niveaux. C'est vraiment quelqu'un de technique. Là où il était remarquable, c'est que quand il prend le coup et il finit dos au sol, je me dis ça va être quoi sa réaction? Et là, il a fait preuve de maîtrise. Il a fait preuve de maîtrise. Pas paniquer, pas stresser. Exactement. Et c'est du pro, c'est du professionnel. Et c'est vraiment, franchement, le combat-là, et respect à son adversaire. Et aussi, parce qu'il était mal barré. Et aussi, à noter que son adversaire a raté la pesée aussi, tu vois. Et donc, ouais. Donc, tu vois, Smaïn, ils ont eu un accord ensemble qui fait qu'ils ont pu combattre ensemble. Mais un Smaïn Chaké, là, le combat, il devait avoir lieu à 72, mais c'est pas un 72 kilos. Mais un Smaïn Chaké à 66. 66 kilos, c'est une autre histoire. Il peut faire très très mal. Et je pense mais moi, je le veux sur le prochain Ultimate Cage. Bah écoute, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Je veux que Ismaël Chaké revienne à il est bienvenu. Son adversaire aussi, attention, parce qu'on parle d'Ismaël Chaké. Ouais. Attention, son adversaire costaud. Pas démérité, parce que c'était la deuxième apparition. Il n'y a rien lâché. C'était sa deuxième apparition. Il n'y a rien lâché, donc il a été méritant et tout. Félicitations à lui. En tout cas, pour faire un beau combat, il faut être deux. Ouais. Et félicitations aux deux combattants, à Josué pour sa performance et sa victoire lors de ça. Parce que la première édition, la première fois qu'il est passé à Ultimate Cage, il avait perdu. Donc là, félicitations à lui pour sa victoire. Et félicitations à Smaïn Chaké pour son retour exceptionnel au plus haut niveau. Ouais. Et j'espère que ça lui a donné l'impulsion pour repartir au charbon. On espère vraiment. Après, il y avait le combat aussi de Nicolas Zatev et Ouruzmak Makiev. Explosif. En fait, là ce qu'il faut retenir... Alors, big up à la team NFC. Franchement, chapeau. Et vraiment... Chapeau, parce qu'en fait, on avait Ouruzmak qui avait que 2 combats pro. Et en face, il y avait le Bulgare, 9 victoires, 11 défaites. Et le Bulgare a été déterminé. Il croyait qu'elle allait... Franchement, il ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué. Il a des défaites au point contre des solides combattants français. Donc moi, c'est pas un gars que je connais d'aujourd'hui. C'est un gars qui avait combattu déjà au GFA, Romain Debienne à l'époque. Donc Romain Debienne qui a combattu au Bellator, au PFL et qui combat actuellement au KSW. Pour la ceinture du GFA, Romain s'est imposé au point. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, Ouruzmak, 2 combats. Moi, quand j'ai proposé ce combattant-là, je me suis dit, est-ce que son coach va accepter? Et son coach a vu clair. Clairement, il s'est dit, c'est un beau match-up pour mon combattant. Tu vois? C'est-à-dire, il s'est dit, même s'il a 17 combats en plus que le mien, j'y vais. Et là, il m'a impressionné. Il nous a fait... Alors, moi, mention spéciale déjà pour l'entrée. Moi, quand je vois quelqu'un... c'est un judoka à la base. Ouais. Donc il a fait sa transition à MMA, tu vois, mais il n'oublie pas le judo, il n'oublie pas sa nature. J'ai kiffé ça. Et il a fait son entrée avec son kimono de judo, ceinture noire de judo. Ça m'a rappelé les anciens combats du Pride qu'on voyait à l'époque et UFC. Voilà, ça c'est kiff. C'est classe. Il est arrivé déjà avec classe, il a fait honneur à son sport. La black belt aussi, voilà, la black belt autour de la taille. Ouais. Il est rentré, laisse tomber, il a laissé aucune chance. Et tous les gens qui m'ont parlé sur la carte pro, ils ont vraiment été impressionnés déjà, par Ouruzmak. Il faut noter, Ouruzmak va déjà d'entrer un bras arrière fulgurant, d'une violence flippant. Je crois qu'elle venait de Russie. Non, la droite venait de Russie directement. Il a mis le doute tout de suite. Chez l'adversaire. Il a mis le doute tout de suite et on voyait que l'autre n'était pas serein. Il n'était pas serein parce qu'il n'arrivait pas à s'organiser. Tu vois, il a pris un bras arrière puissant, il se relève. Il finit au-dessus de lui, Ouruzmak, l'autre dos au sol. Ouruzmak, le finit après derrière encore. Je crois que c'est sur une clé de talon, il me semble qu'il a gagné le combat. C'était rapide, explosif, très beau à voir. Et c'était beau à voir parce que c'était pas un combat où le mec il venait tout de suite pour le prendre, pour le ramener au sol. Non, c'était propre. Bourrin. Non, c'était vraiment propre, explosif, amené au sol. Et ça claquait au sol. Ce que je vais retenir aussi, ce qui est impressionnant, c'est que là, on a des amateurs qui font des combats amateur et il passe pro. Là, Ouruzmak, en question, il a que 2 combats en MMA et il a pas de carrière amateur. Non, c'est une dinguerie. Donc, tu vois, c'est-à-dire que en fin de compte, il fait que ses premiers pas, mais il est déjà avec des armes solides. Je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait avec lui et sa team. Qu'on salue la NFC North Fighting Club à Belgrade. Voilà, je crois que c'est un gros travail qui est fait avec son coach. Et impressionnant. Il y a aussi un autre combat, le main event.
Là, franchement, l'Ukrainien, je t'avais dit attention. On avait discuté de ce combat-là. Je t'avais dit attention. Et je vous ai dit quoi? J'ai dit, Bison, c'est un mec qui avance. Attention, en face de lui, c'est quelqu'un qu'il faut prendre très au sérieux. Il y a plus de 10 combats. 10 combats. 12, non, plus de 10. Ouais, c'est ça, 12. 13 combats, ouais. 13 combats. Le mec, c'est du 93 kilos. Il t'envoie un parpaing, tu dors. Hein. Exactement. Et il a mis du fil à retordre à Bison. Ouais. D'ailleurs, Bison qui s'incline, félicitations à lui. On est content pour lui parce que, on va pas se mentir, c'est l'issue du combat qu'on souhaitait pour lui. Franchement, c'était un mais super par contre, combat. l'Ukrainien, big respect à l'Ukrainien parce qu'il nous a proposé un fight de qualité et il a été très, 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 très dangereux. Je l'ai vu face à d'autres combattants. Des fois, lorsqu'il s'exprime, là, il était sur un bon jour, en fait. J'ai l'impression qu'il était sur un bon jour, l'Ukrainien. Non, moi, je sais pas, j'ai kiffé. Il est arrivé, il dansait sur le truc. Comme, tu vois, je sais pas, il bougeait. Il y avait trop de flow dans sa gestuelle. C'est vrai. Le mec était trop à l'aise. Ouais, il est arrivé, c'est vrai, serein. Voilà. Et comme tu as dit, je pense qu'il s'est fait au physique. Et voilà. Et j'ai dit, Bison, c'est le mec que quand tu vois, tu le sous-estimes direct. Tu le sous-estimes direct. Et il l'a payé cher. Tu vois. Mais il faut savoir que l'Ukrainien, il n'a pas forcément. Il a pas démérité parce que. Mais t'es fou, il l'a touché. Il l'a touché. Et oui, il y a eu des gros échanges. Violent, on l'a pas des deux côtés. Bison, il a reçu des pains. Ouais. Et je suis. Comme à son habitude, c'est un diesel. Ouais. Pam, mais une fois qu'il met la main sur lui, ça y est. Après, c'est compliqué. C'était vraiment. Mais c'était un putain de combat. Et franchement, la carte professionnelle dans l'ensemble, c'est vraiment une réussite. Voilà. Et c'est, franchement, c'est entre guillemets le résultat en fait, du travail, du fruit du travail. Et des erreurs peut-être qu'on a commises, qu'on a fait par le passé, qu'on a retravaillé. Et aujourd'hui, je suis content. Parce que la carte professionnelle, c'était une vraie réussite. Ouais. Et elle était vraiment haut level par rapport à ce qu'on a proposé en amateur. Habituellement, là, franchement, moi, quand j'ai regardé ces combats professionnels, autrefois, tu vois la différence en termes d'intensité chez les pros et les amateurs. Là, vraiment, les pros, quand ils étaient là... Là, c'était quelque chose, là. En termes d'intensité, ils ont tenu une intensité pendant 5 minutes qui était énorme. Les frappes, c'était quelque chose. Ouais. Tu vois, l'intensité, l'envie. Il n'y avait pas de combattants pro qui étaient là pour dire, bon, je suis là, j'observe, je regarde, j'attends. Clairement, il n'y avait pas d'écart de niveau. Et les mecs, c'était équilibré et tout le monde était là pour se taper et c'est ça qu'on a kiffé dans la soirée. En soi, ouais, franchement, Ultimate Cage 5, on retient que du positif. Bon, bien sûr, il y a des choses qu'on va devoir améliorer encore et on espère encore proposer encore ce qu'il y a de mieux pour les prochaines éditions. Mais en soi, c'était une réussite, je pense, sportive et pour tous, toute l'équipe, même tout le monde. Et on attend prochainement avec impatience le 6 qui va arriver très bientôt. On vous en dira plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mettez un petit pouce, abonnez-vous parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à s'abonner. Et on se retrouvera très bientôt. Ouais.